Bonjour et bienvenue sur Les Dessous de l'IA, le podcast qui tente de mieux comprendre les évolutions de l'intelligence artificielle et leurs impacts sur nos sociétés. Bonne écoute. Bonjour Nadia et bienvenue sur Les Dessous de l'IA. Aujourd'hui, on va s'intéresser à mieux comprendre l'impact des technologies d'IA sur le fonctionnement de notre cerveau et notre capacité à te sociabiliser. Pour commencer, est-ce que tu pourrais présenter un petit peu ton parcours, ce qui t'a amené à t'intéresser aux interactions entre l'IA et les neurosciences affectives? Bonjour Clément, merci de me recevoir aujourd'hui. Donc, je vais essayer de me présenter rapidement, surtout donner des informations qui peuvent être pertinentes par rapport à ton invitation. Donc, je suis docteure en neurosciences affectives, mais également psychologue, enseignante et autrice. Donc, j'ai commencé en fait à travailler dans le domaine de la recherche clinique. J'ai testé différents types de thérapies dans le cadre de la psychiatrie notamment. Et c'est à ce moment-là que je me suis spécialisée dans le traitement du trouble de stress post-traumatique, qui est une affection, comme on dit, hein, qui peut se développer chez les individus suite à une expérience d'un événement traumatique. Et donc, à l'époque, j'exerçais à Lille, à la consultation du psychotrauma, qui était clairement pionnière dans ce type de prise en charge, parce que c'était assez rare à l'époque. Et en parallèle de ça, j'ai monté un enseignement de neuroéthique en détournant clairement un cours d'éthique de la recherche qu'un collègue m'avait refilé. Et l'idée, c'était de sensibiliser, en fait, les futurs neuropsychologues au détournement des techniques des neurosciences, que ce soit l'IRM, le neurofeedback, qui sont, en fait, des technologies qui sont conçues en laboratoire, soit pour la recherche fondamentale, soit pour le soin, mais en fait, qui ont été très, très vite utilisées hors de ces cadres. On peut penser au neurodroit pour l'IRM ou bien à la neuroaugmentation avec toute l'idéologie transhumaniste que ça charrie. Donc en 2016, c'était un peu, bizarre pour les étudiants que je leur parle de transhumanisme, de figures comme Nick Bostrom et des choses comme ça, mais avec le temps, ils ont été un peu sensibilisés à la question, notamment par les médias. Et donc je vous en parle parce que c'est complètement, lié, au doctorat, en fait, que j'ai entamé par la suite et qui est la raison pour laquelle, tu m'invites aujourd'hui. Donc, pour en venir à cette, thèse, j'étais en plein essai clinique, donc à Lille, pour tester une thérapie, pour, les patients qui souffrent, de TSPT, trouble de stress post-traumatique. Et là, je reçois un message d'un ami qui m'envoie un article de blog en me disant: «Tu vas voir, ça, je suis sûre que ça va te plaire». Et en fait, il s'est pas du tout trompé. Dans cet article, j'ai découvert 2 choses. J'ai découvert, donc ça, c'était en 2018, l'existence d'un logiciel qui s'appelle le David. David comme Da Amazing Voice Inflection Device, donc un nom super, quoi. Donc c'était un dispositif capable de transformer en temps réel la tonalité émotionnelle de la voix d'un utilisateur. Donc vraiment, 2018, ça avait rien de commun, on n'était pas là avec, le boom de l'IA. Donc ça, c'est pour l'aspect technique, que j'ai découvert. Et ensuite, sur le plan des neurosciences, cet article présentait un effet qui s'appelle l'effet de vocal feedback ou de contagion émotionnelle. Et cet effet, je vous explique rapidement ce dont il s'agit. Et ben, en fait, les chercheurs de ce papier, dont Jean-Julien Couturier, qui allait devenir, finalement un de mes directeurs de thèse, ils ont montré que lorsqu'ils demandaient à des participants de lire un texte à voix haute et qu'ils transformaient la tonalité de la voix des participants à leur insu pour la rendre, disons, par exemple, plus triste, eh bien, ça allait déclencher un changement sur l'humeur des participants qui, après cette lecture, avec leur voix qui était transformée, eh bien, ils allaient s'auto-évaluer comme étant plus joyeux. Et la chose qui est assez folle, en fait, dans cet effet-là, c'est que ce changement opéré sur leur voix, qu'ils allaient entendre donc comme étant plus triste via un casque, eh ben, il passait complètement inaperçu, pour les participants. Ça, c'est ce que ça veut dire, en gros, c'est qu'au niveau du cerveau, pour faire très simple, la perception faussée, qui était manipulée par ces algorithmes du David, elle comptait plus que la réelle production, en fait, du message et de la voix du participant. Donc ça, c'est vraiment incroyable, hein, à plein d'égards, ça soulève plein de questions, sur notre fonctionnement. Et bon, bref, moi, ça m'a donné envie, ça m'a donné l'idée d'utiliser ce dispositif-là pour aider mes patients
pendant la thérapie, d'exposition en imagination, donc pour les patients qui souffrent de troubles de stress post-traumatique. Parce que pendant cette thérapie, on demande aux patients de faire quelque chose qui est extrêmement difficile pour eux, c'est de raconter à voix haute l'événement traumatique qu'ils ont vécu, en détail, avec vraiment beaucoup de détails, et ça pendant plusieurs séances consécutives. Donc j'ai pas vraiment le temps là d'expliquer, les bases théoriques de la thérapie, mais ça se fonde, sur le fait que la trace mnésique, un souvenir, c'est modifié à chaque fois que vous allez rappeler en mémoire ce souvenir. Et autre chose qu'il faut savoir, c'est que donc ce qu'on demande aux patients de revivre en imagination le trauma, c'est très, très, très difficile. Donc en recherche, tout ce qui va pouvoir alléger cette charge affective qui est ressentie, par le patient pendant l'exercice, bah, c'était vraiment quelque chose de bienvenu. D'où mon idée. Et ça a été le point de départ de ma thèse, qui s'est beaucoup élargi, notamment à des questions éthiques, vu que j'ai très vite, considéré cet outil de transformation des émotions dans la voix comme un potentiel, outil d'augmentation à l'instar un peu des neurotechnologies dont je vous parlais précédemment. Donc voilà un peu pour le cadre, ma petite présentation dans une mise en contexte, quoi. Peut-être avant de plonger un peu plus dans le détail, est-ce que tu pourrais poser quelques définitions et déjà ce que sont les neurosciences affectives et peut-être le lien qu'il y a entre neurosciences affectives et IA? Et ce que j'ai en tête, il y a 2 choses. Il y a à la fois comment elles sont utilisées pour, comprendre un petit peu le fonctionnement des affects humains, de reconnaître un petit peu les émotions. Il y a un côté de compréhension et aussi comment elles sont utilisées pour, peut-être tu parlais de modifier les perceptions, de modifier l'émotion de la voix. Comment elles sont utilisées aussi, peut-être par des plateformes numériques ou autres pour, jouer justement avec, ce qu'elles permettent de comprendre de nos émotions et donc d'améliorer les algorithmes d'IA qu'on utilise. Alors les neurosciences affectives, en fait, c'est, tout simplement une sous-discipline, des neurosciences, qui s'intéresse, aux émotions et à leurs, corrélats neuronaux. Les corrélats neuronaux, c'est tout ce qui se passe au niveau, on va dire, central, c'est-à-dire, dans le cerveau, mais aussi, ce qui est sous le contrôle, du système nerveux végétatif. Ça, c'est mon système nerveux chouchou préféré. Donc c'est lui qui va, contrôler l'activité du cœur, de l'estomac, la sudation, la respiration. Et donc, pourquoi, l'IA dans tout ça? Ben, en fait, en tout cas pour moi, c'est clairement lié à la technologie dont je vous parlais. Il y a un truc qui est vraiment, important à savoir, avoir en tête, c'est que les expressions faciales et vocales, elles ont eu, pendant assez longtemps, tendance à être considérées comme des indices naturels, honnêtes, qu'on va utiliser, nous, en tant qu'humains, en tout cas, moi, je parle des êtres humains, pour déduire les émotions d'une personne, d'un interlocuteur, en fait. Mais avec la croissance, après la pandémie, des interactions qui se font sur le numérique et l'émergence de ces technologies que moi j'ai appelées, les filtres IA, qui permettent donc désormais de contrôler informatiquement ces expressions, ben, on se retrouve dans une situation qui est complètement inédite en fait pour notre humanité où, ben, notre expressivité émotionnelle, d'une certaine manière, elle s'affranchit de ce qu'on peut appeler ces conditions biologiques par, des algorithmes. Même s'il n'y a pas que des conditions biologiques, ça je reviendrai, là-dessus, hein, dans l'expression des émotions, mais il y a quand même la possibilité, ben, que je si je veux, de simuler un tremblement dans ma voix, ça indépendamment de mon état émotionnel réel et sans que ça demande aucune compétence, d'actrice de ma part. Donc ça ouvre énormément de questions par rapport, aux émotions. Parce que justement, contrairement à la croyance populaire, en fait, les émotions, elles sont, soumises, à l'influence de notre culture et donc, qui dit culture dit, nos technologies. Donc, il y a beaucoup de philosophes, qui disent qu'on est les descendants de nos objets techniques, et donc, de notre milieu. Il y a un philosophe, japonais qui dit, Kimura, un éthicien japonais, qui dit que nous créons des objets par le biais de la technique et en les créant, nous nous créons nous-mêmes. Donc ça, c'est vraiment ce qui m'a intéressée et ce qui m'intéresse toujours, c'est de mettre en avant, par les neurosciences, en fait, le potentiel, anthropotechnique des filtres. Donc c'est un peu un gros mot pour dire que les filtres, en tout cas les filtres, émotionnels, ils ont un potentiel de façonner notre cognition sociale. Donc moi, j'ai étudié ce phénomène-là, le fait qu'on puisse dorénavant manipuler les émotions grâce à des technologies d'intelligence artificielle,
à la lumière, d'une théorie qui est celle, de l'inférence prédictive bayésienne, encore un gros mot, mais en fait, c'est juste une théorie qui stipule que nos déductions, celles qu'on fait là, tous les jours sur les états émotionnels de nos interlocuteurs, eh bien, elles vont reposer sur un modèle interne, un modèle cognitif interne, qui est un modèle probabiliste du monde et qui est construit à partir de nos expériences, notamment nos expériences passées. Donc, dans ce modèle-là, qui est un véritable modèle constructiviste des neurosciences, en fait, une inflexion de voix ou une expression faciale, ça constitue pas une émotion en soi. Ça devient une émotion selon le sens que, notre cognition va, lui attribuer, en fait, dans une culture donnée. Et si on prend l'Occident, par exemple, et ben, on va déduire qu'un ami souriant est joyeux et ça, c'est une déduction, c'est une association, en fait, qui n'est pas universelle. C'est pas partout, dans le monde qu'on a cette, désirabilité, sociale du sourire et elle résulte, en fait, d'un modèle interne qui va relier par la répétition, le sourire, ben, une forte probabilité que l'individu qui sourit ressente une émotion qu'on va considérer agréable. Donc en fait, les le lien que moi je fais entre les neurosciences et ces nouveaux systèmes d'IA et en particulier d'intelligence artificielle générative, c'est que si l'appréciation des états mentaux d'autrui est issue d'un apprentissage, comme c'est le cas avec cette théorie-là, et ben, la diffusion de filtres qui permettent de bouleverser en fait ces associations, enfin, de présenter un sourire alors qu'en fait je suis complètement déprimée, ça pourrait transformer non seulement l'apparence extérieure, hein, celle qu'on montre aux individus, en tout cas dans des échanges numériques, mais aussi des modèles internes qui vont structurer nos interactions sociales quotidiennes. Et quand on voit, à quel point notre vie sociale est désormais médiée par le numérique, là, par exemple, nous, on a une interaction à travers une plateforme, et ben, la question que je me suis posée, à travers les neurosciences, qui relient clairement les neurosciences et l'IA, eh bien, c'est quel est l'avenir pour nos affects, nos émotions, à l'ère, des IA génératives? Donc je ne sais pas si ça répond à votre question, mais en tout cas, c'est le lien que je fais, dans mes travaux entre les neurosciences et l'intelligence artificielle. Bah, si, complètement et tu en as parlé, j'aimerais bien qu'on parle un peu plus de tes travaux parce que tu t'es spécialisé sur la voix et alors ça fait pas mal d'années, j'ai l'impression que on dit que la voix va devenir la nouvelle façon d'interagir avec la technologie. Ça s'est pas encore, matérialisé, mais on constate quand même que, par exemple, sur les téléphones avec WhatsApp et tu parlais de l'aspect culturel. Je sais qu'en France, par exemple, c'est assez récent le fait d'utiliser WhatsApp avec la voix, alors que moi, j'ai ma femme qui est russe, je sais qu'elle l'utilise tout le temps avec la voix. Je sais qu'en Inde ou au Sri Lanka, par exemple, les gens utilisent la voix et même des gens qui savent pas écrire peuvent utiliser la technologie grâce à la voix. Donc on voit que ça transforme quand même l'usage de la techno. Donc il y a quand même, alors je sais pas si c'est une explosion, mais on voit quand même que la voix se développe fortement comme un médium de communication pour utiliser les outils numériques. En quoi, selon toi, ce retour de «l'oralité» entre guillemets et ce que toi tu appelles les filtres, vocaux, heu, ça illustre un petit peu une transformation des interactions qu'on a, à la fois avec les outils d'IA, mais plus largement avec les outils, numériques et tu as abordé ce que je trouvais hyper intéressant, ce que tu disais sur à la fois les filtres, ça transforme l'émetteur, mais ça en transforme aussi le récepteur, puisqu'il a pu, en tout cas moi, cette capacité à apprendre ou en tout cas à corréler, une intonation, «joyeuse» entre guillemets avec l'état émotionnel réel de la personne. Parce que si ça a été transformé, en fait, on peut se dire: «Ah, il est joyeux», en fait, la personne est déprimée, quoi. Ouais, ouais, c'est ça. C'est vraiment, l'accent effectivement que je veux mettre, c'est sur les transformations qui sont pas uniquement extérieures, mais qui vraiment, nous touchent profondément. En tout cas, pour en revenir à l'importance de l'oralité, clairement, c'est un médium qui est de plus en plus plébiscité. En tout cas, je suis d'accord avec toi, c'est assez récent pour nous, en France. Moi, j'avais fait cette expérience des notes vocales sur WhatsApp, bah, c'était aussi en 2018 quand j'avais fait un voyage au Brésil. Tout le monde communique, tous les Brésiliens communiquent, avec des notes vocales beaucoup plus, qu'avec des messages. Mais en tout cas, en France, on a vraiment, je pense que si on peut parler d'une explosion des notes vocales, sur WhatsApp depuis, ces derniers mois.
Bon, on sait que c'est plus ou moins bien reçu, hein. Donc j'ai eu, à cet égard une discussion, très chouette avec, l'anthropologue, David Le Breton. C'est lors d'un colloque récent, sur la voix, à la Philharmonie qui est en replay d'ailleurs si ça intéresse, des gens. C'était 2 jours sur la voix, dans le cadre de l'adolescence et lui, il perçoit clairement, dans ces médiums la mort de la conversation. C'est pour lui, c'est pas possible, d'avoir de réelles conversations en utilisant, des médiums numériques. Bon, alors moi, je suis pas complètement d'accord, avec ce diagnostic de mort, en tout cas, pas complètement, hein. Je trouve que la voix, c'est quelque chose qui est extrêmement vivante et c'est très riche, même, à travers un médium numérique. Si on prend, l'exemple, de ce podcast, il y a énormément de choses qui vont être véhiculées, dans ma voix. En même temps que, toi Clément, les auditeurs du podcast sont en train d'écouter, ce que mes réponses en fait, elles prêtent attention au contenu linguistique, donc c'est-à-dire aux mots que je vais choisir, hein, pour te répondre. Mais aussi elles vont déduire énormément de choses à mon sujet à partir d'un canal qu'on appelle le canal paralinguistique. C'est ce canal-là sur lequel, jouent, pas mal, les IA. On en reparlera, mais ce canal paralinguistique, c'est le rythme de ma parole, les intonations de ma voix, ces choses-là et on a pas mal de recherches, notamment en neurosciences, qui m'ont montré que, à travers ces éléments paralinguistiques, ben, les individus sont capables de déduire, comme je disais tout à l'heure, mon état émotionnel, mais aussi des choses, plus complexes comme la bienveillance ou la méfiance que je peux avoir à ton égard ou aussi, alors encore plus fou, la certitude que j'ai dans ce que je suis en train de raconter. Ça, c'est vraiment, moi, je suis à chaque fois, bluffée par ce qu'on est capable de faire et donc toutes ces compétences, on les acquiert par, l'expérience, hein, par la répétition des situations jusqu'à devenir, vraiment des experts et pouvoir faire ce qu'on appelle des inférences, ces déductions, c'est des inférences hyper précises et c'est le cas, par exemple, de certains thérapeutes. Donc dans ma thèse, j'ai pu montrer que, certains thérapeutes étaient capables, rien qu'à partir d'enregistrements de voix de patients, de déduire l'état de gravité du trouble de stress post-traumatique chez ces patients, alors même qu'il ne s'agissait pas de leurs patients. Donc tout ça pour montrer que, même à travers un médium numérique, on est quand même capable d'extraire énormément d'informations dans la voix. Et en fait, à partir de ce travail des neurosciences, on a pu mettre en évidence des profils de voix en fonction, de certains affects et états mentaux. Et la discipline de l'informatique émotionnelle elle s'est développée pour pouvoir recréer complètement synthétiquement des voix qui vont véhiculer ce genre d'affect ou bien des filtres qui vont transformer des voix naturelles pour soit gommer certains de ces affects ou alors en créer d'autres. Et tout à l'heure, je vous parlais, là, il y a 30 secondes de ma thèse qui montrait que les soignants étaient capables de détecter, l'état de gravité, du trouble de stress post-traumatique. Et ben, nous, on a créé un filtre de voix particulier, élaboré à partir d'une étude précédente, qui était capable de transformer ces évaluations, en faisant passer un enregistrement de patients guéris pour un enregistrement de patients malades. Donc ces filtres-là, ils sont capables d'aller jusqu'à transformer ce genre, d'évaluations, qui sont faites sur la voix. Et les possibilités donc de ce que j'appelle le façonnement, algorithmique des émotions qui sont véhiculées et donc ressenties, parce que quand je véhicule certaines émotions, vous allez en ressentir d'autres ou les mêmes, hein, par empathie. Bah, ça, c'est très recherché avec la popularisation, des chatbots. Il y a même un nom pour, ce pan-là de la recherche. Au Japon, ils appellent ça la Kansai Engineering, donc c'est toute l'ingénierie qui cible l'émotion des utilisateurs. Et on sait, là, nous, par nos vies, quotidiennes, hein, que OpenAI mise beaucoup, en fait, sur l'émotionnalité de la voix de son chatbot. On a vu, ce qu'il est c'est les différentes sorties, cet été, mais c'est pas les seules. Je ne sais pas si vous avez entendu parler, si tu as entendu parler de Hume, Hume. C'est une, start-up qui est basée à Manhattan et qui prétend avoir développé, la première IA vocale, au monde dotée d'intelligence émotionnelle. En fait, c'est une IA qui va à la fois analyser la prosodie, donc tout le paralinguistique et aussi, en mode, visio, analyser les expressions faciales
pour permettre, alors c'est ce qu'ils disent, hein, à leur IA, leur assistant, leur chatbot, de répondre avec le plus d'empathie possible, hein. Je mets des guillemets, je sais pas si on l'entend dans mon expression vocale que j'ai mis des guillemets à empathie, mais clairement parce que c'est on peut pas parler d'empathie pour une IA, mais en tout cas, c'est ça ce qu'ils vendent. Donc ça, c'est très recherché et ce qui est recherché là-dedans, c'est l'engagement, du consommateur. J'ai une question, par rapport à ce que tu décris sur, l'utilisation, des filtres. Alors dans le traitement, tu parlais des troubles de stress post-traumatique. J'ai vu récemment, il y avait un reportage d'Arte, sur les deepfakes et il y avait alors je sais plus si c'était un artiste ou je crois non, c'était plutôt un psychologue qui utilisait, alors non pas la voix, mais, des deepfakes, visuels pour, en fait, par exemple, il prenait l'exemple d'une dame qui avait peur de l'eau et de nager dans l'eau et en fait, il créait une vidéo avec une actrice qui lui ressemblait, qui allait se baigner dans l'eau et il mettait son visage, le visage de la personne qui souffrait de stress-là, pour lui montrer, en fait, et un peu leur Inception, quoi, de montrer, en fait, à son cerveau qu'en fait, non, elle avait pas peur et donc, bah, il a travaillé là-dessus, il nous montrait la vidéo et puis après, il essayait de débriefer avec elle, voir comment elle se sentait et la personne disait que, bah, elle se sentait un peu moins stressée. En tout cas, ça l'avait touchée et ça avait fait quelque chose de voir, ça. La question que moi, ça me pose, c'est, bah, on a quand même assez peu de recul, alors peut-être sur la voix un peu plus, mais en tout cas sur la vidéo, cette capacité à faire ça et à traiter des personnes qui souffrent de stress post-traumatique, de phobie ou autre. Est-ce qu'il n'y a pas un risque quand même à utiliser ces technos et parce qu'on a vu, il y a une histoire d'un adolescent qui s'est suicidé parce qu'il était tombé amoureux d'une IA et enfin voilà, j'ai un peu l'impression que est-ce qu'on n'est pas en train de jouer aux apprentis sorciers avec des technos dont on maîtrise pas totalement l'impact, surtout sur cet aspect, émotionnel parce que quand ça reste de l'ordre de, entre guillemets, hein, de l'intellectuel, de la tâche intellectuelle et qu'il y a pas ces affects-là en jeu, j'ai envie de dire, entre guillemets, «les risques sont peut-être un peu moins grands». Quand on rentre dans une relation émotionnelle, les risques sont quand même plus importants. Bon, alors, juste avant de répondre, à ta question, je fais juste une petite, précision sur le fait que, en réalité, il y a pas cette distinction, très nette entre activités qui font appel à la raison, activités qui font appel aux émotions. Ça, c'est une distinction qu'on faisait il y a très longtemps en neurosciences, mais qui n'est en sciences cognitives, en tout cas, en psychologie et qui n'existe plus. Il y a pas mal de travaux qui ont été faits qui montrent qu'en fait, les émotions vont entrer en jeu, même dans des tâches qui sont considérées comme étant ce qu'on appelait auparavant de la cognition froide et qui sont en fait complètement mêlées. On utilise les émotions pour prendre des décisions tous les jours, même dans des tâches qui sont pas particulièrement émotionnelles. Donc en réalité, les émotions et la raison ne sont pas séparées. Voilà, c'est le petit c'est une petite précision et ensuite alors, il faut séparer là, pour le coup, ce qui est de l'ordre de l'usage dans le cadre thérapeutique, qui est celui que tu décris là, des deepfakes qui sont utilisés dans le cadre du traitement de la phobie de cette personne, d'un usage, qu'on va appeler plutôt récréatif, qui est celui du cas de cet adolescent qui est tombé amoureux du chatbot. Donc je vais essayer de répondre aux 2. Donc normalement, ce qui relève du soin, donc cette utilisation des deepfakes dans le cadre de la phobie, c'est censé être encadré et c'est censé être testé dans un cadre de recherche clinique. Je connais pas cette étude, donc je vais regarder ce documentaire, je veux bien que tu me l'envoies. Mais c'est pas si nouveau en fait, parce qu'il y a déjà pas mal de recherches qui sont faites pour traiter les phobies avec des casques de VR en fait. Donc c'est assez proche. L'idée, en fait, dans le traitement des phobies, c'est faire de l'exposition et de la désensibilisation. On veut enfin, ça part de l'idée que d'abord, on utilisait ces techniques-là rien qu'en imagination, c'est amener le patient petit à petit à s'imaginer faire face à sa phobie et que, au fur et à mesure des expositions à cet élément, qui déclenche, la peur intense et bien que cette peur, l'intensité de cette peur, elle diminue de plus en plus. Là, j'imagine que c'est pas en une seule fois, hein, qu'on s'attend à ce qu'il y ait des effets, en fait, de cette technique-là parce que, clairement, il y a pas, une exposition, même si, c'est très, immersif, hein, de se voir soi-même en train, de voilà, dans ces cas-là, faire face à sa phobie.
ça va pas, aider, ça va pas guérir, complètement, le trouble de la patiente en une seule fois. Mais en tout cas, il faut que ce soit encadré par une recherche clinique qui demande énormément de limites et de précautions au niveau éthique. Moi, je sais, par exemple, pour pouvoir commencer mon protocole là de recherche, j'ai dû, écrire un dossier qui fait, 200 pages. Donc c'est vraiment, ça demande beaucoup d'investissement. Ensuite, le cas, de l'usage, récréatif, c'est un cas qui est complètement, différent. Là, dans ces cas-là, on ne teste pas en amont les effets que pourraient avoir ces compagnons IA chatbot sur l'attachement, réel, qui est généré et les comportements des individus. Et ça demanderait au contraire justement d'être testé en amont, mais c'est pas ce qui est fait. En fait, on a balancé ces chatbots, on a fait en sorte qu'ils engagent en passant par des émotions justement, le plus de personnes possible, mais sans avoir fait aucun test auparavant. Ou si on a fait des tests auparavant, on ne les a pas, mis à disposition de la société en leur demandant: «Est-ce que vous voulez vraiment utiliser ce genre de dispositif alors qu'il y a ça, 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 ça comme conséquence?» Tu en as parlé un petit peu tout à l'heure, enfin, on a parlé de la voix, mais il y a des filtres aussi, visuels où on peut, en tout cas, modifier son apparence. Comment, selon toi, ces filtres, que ça soit la voix, le visage, ça modifie, enfin, ça impacte la relation qu'on a déjà à nous-mêmes, aux autres? Et tu parlais beaucoup de la question de l'expérience. Comment ça peut impacter notre construction? Alors, je sais pas si c'est identitaire, mais la façon dont on se construit et dans les interactions qu'on a avec les autres, le fait de pouvoir, modifier, son visage, sa voix. Oui, on peut parler d'identité, en tout cas, ça fait partie de la construction de soi. On sait qu'elle se fait beaucoup au travers des interactions sociales. Même des modèles disent qu'en fait, on a développé notre rapport à nous-mêmes sur la base de notre rapport à autrui, hein. C'est tout un champ des neurosciences qui considèrent que ça s'est fait dans ce sens-là, d'abord. Tout ça pour montrer vraiment mettre en avant l'importance des interactions et de ce qu'on voit aussi et de ce qui crée de ce que l'on crée, nous-mêmes, c'est notre construction de nous-mêmes se fait à travers nos interactions avec les autres. Et elle se fait aussi effectivement à travers l'apparence, que l'on peut, avoir dans ces interactions. Donc il y a encore, quelque temps, cette apparence, elle était, seulement celle de notre, écosystème réel. Mais aujourd'hui, il faut aussi, prendre en considération l'apparence qu'on a dans ce qu'on appelle, la numérisphère, hein, cet écosystème numérique avec, comme tu disais, la possibilité maintenant de paramétrer algorithmiquement, cette présentation de soi, cette image de soi. Et donc il y a des études qui ont été faites, notamment, concernant les filtres de visage. Il y a le travail de Rosalind Gill qui est, une professeure, de sociologie, culturelle au Royaume-Uni, qui a d'abord montré qu'il y a 90 des jeunes femmes qui appliquent, en tout cas c'était en 2021, donc j'imagine que c'est encore plus maintenant, qui appliquaient des filtres de beauté ou qui allaient modifier en fait, leurs photos avant de les publier sur les réseaux sociaux. Et c'est donc elle a relié ce chiffre-là au fait que l'utilisation de ces filtres impactait les comportements et les états mentaux des utilisateurs au-delà de l'écosystème numérique, en créant en fait, chez certains une confusion par rapport à leur corps réel. Il y a plein de phénomènes dont on a pas mal entendu parler, hein, qui sont documentés, comme l'apparition de la dysmorphie du selfie, des problèmes, d'estime de soi, de distorsion corporelle, qui sont vraiment exacerbés par l'utilisation des filtres et qui peuvent mener jusqu'au désir, d'opérer, des transformations sur son corps réel, avec une augmentation de la demande et du recours aux chirurgies esthétiques. Et ce qui a été noté par les chirurgiens esthétiques, c'est que la demande est différente. Autrefois, on allait venir avec une photo d'une star, de quelqu'un qu'on admirait pour dire: «Bon, je voudrais le nez d'un tel ou d'un tel» ou voilà. Et là, les demandes qui sont faites, c'est des individus qui viennent avec leurs photos filtrées en disant: «Bah, moi, j'ai envie de ressembler plus à ce moi-là». Donc ça, c'est vraiment ça nous montre en tout cas là, par, les filtres qui sont, donc des filtres visuels, l'impact ça a sur la construction de notre identité.
Du coup, moi, ce que je propose, en fait, pour vraiment mettre en avant, l'effet de ces filtres dans la construction de nous-mêmes, c'est de les considérer comme ce que j'appelle des technologies de soi. Je fais clairement référence, pour ceux qui connaissent, aux techniques de soi qui ont été, décrites, par, Foucault notamment, mais pas que, hein. Mais et Foucault, il décrit ces techniques de soi comme des procédures, et là je vais les citer, qui sont soit proposées ou prescrites aux individus pour fixer leur identité, la maintenir ou la transformer en fonction d'un certain nombre de fins, et ça, grâce à des rapports de maîtrise de soi sur soi. Je trouve que cette citation, elle est super vraiment pour pour décrire les techniques de soi et pour décrire ce que font, ces filtres sur nous-mêmes, en fait. Et la maîtrise de soi, que permettrait, en fait, le contrôle, paramétrique de, notre apparence, que ce soit sur notre visage ou dans notre voix, elle implique, selon moi, non seulement le façonnement, comme on disait, de l'image de soi qui est renvoyée à l'interlocuteur, mais et surtout, en tout cas ce qui m'intéresse moi, c'est une transformation de soi dans le sens d'une espèce de, si on veut parler avec des termes, d'ordinateur, une reprogrammation qui se fait de manière implicite, profonde des individus, en fait, via nos modèles cognitifs. Et évidemment, ça ouvre, plein de questions éthiques et politiques, qui sont celles du souci de soi, du gouvernement de soi, par soi ou par autrui. C'est des questions que j'ai un petit peu abordées dans une tribune, pour Le Monde, et c'est surtout des questions sur lesquelles, j'essaie de travailler, de plus en plus, ces derniers temps. J'aurais une question en lien avec la tribune que tu as publiée. J'aimerais te poser une question là tout de suite, plus sur l'utilisation de ces filtres vocaux par les entreprises. Tu évoques ce sujet-là, soit les filtres ou les assistants d'IA. Il y a pas mal d'utilisation dans le domaine de la relation client. On a entendu parler de certaines boîtes qui licenciaient pour utiliser des IA, ou qui gelaient les recrutements pour utiliser des IA. Et donc ça, c'est sur les assistants d'IA, mais sur la partie filtre, à un moment, je crois que tu abordais ce sujet de l'utilisation pour des humains de ces filtres qui pourraient, par exemple, gommer la colère. Et la question que j'avais envie de te poser, c'est toi, comment tu vois cette évolution et cette prise en main, cette appropriation par les entreprises de ces technos-là? Et tu parlais d'éthique, mais comment on pourrait imaginer, ou est-ce qu'on peut concilier à la fois le besoin de performance économique qui est derrière un peu ces décisions de ces entreprises, et la question aussi du respect des individus, à la fois les salariés, mais aussi les clients ou les interlocuteurs de ces entreprises? Je prenais l'exemple, des call centers, qui proposeraient de gommer, la colère dans la voix de clients mécontents. Et bon, il y a plein de manières de répondre à cette question. Bah, clairement, il y a le problème du technosolutionnisme. En fait, en faisant ça, on met une espèce de pansement algorithmique sur un problème, sociétal qui est celui des conditions de travail des individus. Personnellement, moi, j'ai un peu tendance à regarder d'un mauvais œil ce genre de réponse, mais ça, c'est clairement parce que ça cadre pas avec, ma vision, de la société. Mais si, j'utilise, des données objectives, qui sont en lien avec mon travail pour te répondre, ben, je pense que, ce qui m'intéresse, c'est de donner la parole, encore une fois, aux futurs usagers, à la société, au regard de ces nouvelles technologies qui pourraient être implémentées dans le milieu, du travail. Et en fait, en commençant, ma thèse, c'est pareil, j'étais frappée par le peu d'études, en fait, qui visaient à interroger, l'acceptabilité, morale, en fait, par la société des dispositifs qu'on utilise, enfin que nous, qu'on pourrait utiliser, mais que nous, chercheurs, on développe en laboratoire. Et donc, par rapport à la question de l'éthique, moi, j'avais mené une étude, d'éthique expérimentale, justement, pour questionner, l'acceptabilité de l'usage de technologies qui transformeraient, les émotions, dans la voix. Et pour évaluer ça, j'avais conçu plein de petits scénarios plausibles, un peu des scénarios à la Black Mirror, d'utilisation potentielle de, ces filtres de voix.
Et c'est marrant justement parce que parmi les scénarios que j'avais imaginés, il y avait celui d'utiliser, donc c'était en 2020, hein, d'utiliser, des techniques de transformation de voix pour, gommer la colère dans la voix de clients de call center, mécontents, qui est maintenant, c'est une technologie, qui a été, proposée, en tout cas qui a été annoncée par SoftBank qui est, un géant, japonais et qui a annoncé qu'ils allaient la mettre sur le marché d'ici 1 an. Bref, en tout cas, j'ai présenté ce genre de petit scénario à 300, jeunes Français qui sont un peu la cible potentielle des filtres et je leur ai demandé à chaque fois, quelle était l'acceptabilité morale de l'usage de filtres dans telle ou telle condition. Et assez étonnamment, parce que c'était en 2020, hein, en été 2020, nos résultats nous ont montré qu'il y avait une assez grande acceptabilité de l'utilisation de technologies qui permettaient de transformer la voix, en tout cas les émotions dans la voix, dans les interactions et ça allait d'interactions dans le cadre du travail, à des interactions comme, au café avec un serveur ou bien aussi des usages, thérapeutiques. Il y avait beaucoup de scénarios qui étaient présentés. Il y en avait 24 à peu près, enfin même 24 exactement, je me souviens. Et encore plus étonnant, c'est que je m'étais intéressée à une condition au sein de laquelle ces filtres pouvaient être utilisés sans qu'on en informe notre interlocuteur. Donc une utilisation, cachée des filtres. Mais même dans ce cadre-là, du fait d'utiliser des filtres qui transforment notre voix sans en informer notre interlocuteur, mais il n'y avait pas de problème d'acceptabilité morale pour nos individus. Il y avait pas Ça semblait pas être, un problème, éthique en fait, pour les individus. Donc j'ai pas le temps de rentrer trop dans les détails des différents scénarios, mais ça pose quand même la question du rapport à l'authenticité en fait, dans notre société. Le fait de transformer ce qu'on donne à entendre de soi, ça semblait en tout cas ne pas être un problème et moi je me suis demandé ce qui pouvait un peu, expliquer ça et on avait évoqué plusieurs pistes, notamment le fait de relier dans cette étude, l'acceptation, qui était meilleure des fils quand on était familier des technologies et qu'on était aussi un familier de la science-fiction. Donc il y a clairement un effet de l'imaginaire dans l'acceptation de ces technologies. Tu évoquais, une tribune que tu avais fait dans le Monde. Alors je crois que c'était dans cette tribune où, tu as insisté ou en tout cas tu parlais de l'importance pour prendre un petit peu de recul sur toutes ces technologies, de se questionner un petit peu sur ce qui se passe en nous quand on utilise l'IA et d'acquérir, alors j'essaie de citer un petit peu, mais des clés de compréhension sur, le fonctionnement de notre cognition, de notre psychisme pour justement faire des choix éclairés en matière d'IA. Est-ce que tu pourrais un petit peu préciser, ta réflexion et comment ça permettrait de diffuser un petit peu un esprit critique sur ces technologies et sur leur impact à long terme, ou moyen ou long terme d'ailleurs, sur, que ça soit les jeunes publics qui sont peut-être encore plus exposés du fait de l'utilisation encore plus massive, mais bon, ça concerne quand même toute la population. Il y a plusieurs, leviers en fait, pour cette acquisition de clés de compréhension. Donc le premier qui est, évidemment lié à mon terrain d'études, c'est celui de défaire, des croyances erronées sur nos émotions. On a tendance à croire donc que tout ce qui est biologique, qui s'exprime par le corps et ben, c'est coupé de l'influence de la culture. C'est pas du tout le cas. Nos expressions émotionnelles, nos émotions sont mortelles, comme le dit très bien, Hervé Mazurel qui est, un historien des sensibilités. D'ailleurs, je renvoie, les auditeurs qui sont intéressés par cette question à un super numéro de sa revue Sensibilité, qu'il dirige avec, Quentin Deluermo si je ne me trompe pas. Donc c'est une revue, c'est le numéro qui s'appelle, «Controverse sur nos émotions» et donc l'idée d'avoir des connaissances et des compétences sur, nos interactions et nos émotions, c'est vraiment particulièrement important pour se rendre compte par soi-même, en fait, des effets potentiels de l'usage de telle ou telle technologie. Parce que pour moi, c'est vraiment très important que cette prise de conscience, elle se fasse aussi à un niveau individuel. Qu'on ne vienne pas forcément avec une espèce de prêt-à-penser, une liste de risques, c'est important de le faire. Mais ce qui me semble aussi, vraiment crucial, c'est d'engager les individus et notamment, les jeunes pour qu'ils se rendent compte par eux-mêmes, en fait, de leur donner des outils pour qu'ils se rendent compte par eux-mêmes que certaines
certaines technologies, certains usages du numérique pourraient avoir des effets sur eux-mêmes et ces effets, ils peuvent être positifs, mais aussi négatifs. Mais je pense que pour s'en rendre compte, il faut, avoir suffisamment de compétences, à ce niveau-là. Donc ça, c'est pour le versant un peu émotion, cognition, mais il y a d'autres compétences aussi qu'on peut venir un petit peu, gonfler, muscler et c'est ce que j'essaie de faire, notamment dans le cours que je donne, sur, la neuroéthique. C'est des compétences, autour des technologies d'augmentation et de des réflexions sur les effets à long terme, en fait, sur la société, de l'usage et le déploiement de ce type-là de technologie. Donc j'essaie de sensibiliser à des questions, telles que celles du libre arbitre. Souvent, hein, les libertariens vont nous dire: «Mais en fait, le il y a pas de problème avec le fait de déployer ça sur la société. Les individus sont libres de choisir d'utiliser tel ou tel dispositif». Mais à ça, ce qu'on répond, en tout cas moi ce que j'aime répondre, c'est questionner sur l'autonomie, en fait, dans les choix des individus. Mettre en évidence qu'il y a une certaine forme aussi de coercition implicite de la société à travers une pression, certaines normes. Donc ces genres de questions, de choses qu'il faut, mettre en lumière. Si j'essaie de sensibiliser à des éléments comme, des phénomènes comme celui du glissement de la norme. On sait que quand on utilise beaucoup un type de technologie, ça va avoir un effet sur le seuil de normalité que l'on va évaluer pour telle ou telle, situation. Dans le cadre, de des techniques, souvent on a vraiment un glissement de ce qu'on va considérer comme étant normal ou pas normal après, un certain temps d'usage d'une technologie. Il y a aussi le fait que ça puisse créer une société à 2 vitesses, entre les personnes qui ont accès à des techniques qui vont leur permettre, ben, de s'augmenter et ceux qui ne peuvent pas le faire. Donc ça, j'essaie de le faire vraiment pas sous la forme d'un cours magistral, mais d'ateliers qui vont permettre, en fait, aux étudiants, là je fais ça dans le secondaire, mais je trouve que ce serait super de le faire, par exemple, dans les lycées, qui vont leur permettre, en fait, d'avoir plus d'outils pour se demander: «Tiens, eh ben, cette technologie-là, est-ce que j'ai envie de l'utiliser pour les effets que ça va avoir sur moi, mais aussi sur les effets sur la société que ça crée? Est-ce que c'est ce genre de société que j'ai envie de voir advenir en utilisant tel ou tel outil?» Donc ça, c'est pour, le travail que je fais moi, mais il y a aussi, je pense que, ce que tu fais toi, via ton podcast et il y a d'autres initiatives dans ce sens. Le fait de choisir des émissions, des programmations de radio qui vont dans ce sens. D'ailleurs, j'avais pas compris pourquoi au moment du boom de l'IA, de ChatGPT, on a choisi de supprimer Le meilleur des mondes, alors que c'était vraiment une émission qui prenait le temps, en fait, d'expliciter ce genre, d'impact, d'effet du numérique et des technologies sur nos sociétés. Il y a des newsletters qui sont super, comme celle, je pense à Dans les algorithmes qui explique vraiment en détail, en fait, et pas de manière superficielle, les effets que peuvent avoir, ces outils techniques, sur notre société. Tu disais qu'il y avait ce côté individuel de comprendre pour faire des choix éclairés. Pour autant, les entreprises technologiques, peu importe lesquelles, qui conçoivent ces outils-là, elles pensent en amont un design qui soit le plus addictif possible. Donc on se rend compte que l'aspect individuel, il est important. Pour autant, il suffit pas. Et même si on est conscient des risques, ces outils sont tellement bien faits pour capter notre attention et nous rendre accros que il faut plus que juste de la volonté. Et ça ramène un petit peu aux questions plus collectives. Donc, il y a les aspects individuels, il y a les aspects aussi collectifs. Et on voit que l'IA transforme nos interactions. Quels sont, toi, alors, je sais pas si c'est de lacunes ou le cadre juridique que tu vois et tu te dis peut-être là, il y aurait des choses à faire qui permettraient juste d'être couplé un petit peu à ces aspects individuels que tu décrivais pour renforcer un petit peu la protection des individus ou permettre qu'il y ait moins, en tout cas, de gommer un petit peu plus les aspects négatifs de ces technologies-là et de la manière dont on les utilise. Mais je suis complètement d'accord avec toi, hein. La sensibilisation individuelle, elle ne remplace pas, la réglementation. C'est juste que souvent la réglementation, elle arrive un peu en retard. Donc l'idée, c'est au moins de sensibiliser les individus pour qu'ils puissent se rendre compte justement, tu vois, tu parlais d'addiction,
Ben, si on est sensible au processus de l'addiction, ces choses-là, on va se dire: «Bah, tiens, cette nouvelle technologie-là, peut-être qu'en fait, elle va agir sur ces processus cognitifs-là». Mais en tout cas, sur le plan réglementaire, bon, on peut pas dire, ce serait un peu malhonnête de ma part de dire que les IA de reconnaissance des émotions évoluent en France, en tout cas dans un vide du juridique. C'est un sujet qui est traité, que ce soit par, le RGPD ou, l'AI Act. Et concernant, justement cet AI Act, on sait qu'elles sont directement concernées, par, ce règlement européen. Il y a un accord qui a été, trouvé, il me semble en décembre 2023 à ce sujet, qui est censé interdire, ces systèmes de reconnaissance dans le monde du travail et dans le monde de l'éducation, en les classifiant comme systèmes à haut risque, vu que c'est ce genre-là de classification qui a été choisi dans ce règlement-là. Mais alors, il y a 2 brèches, il me semble, à ce niveau-là. Je lisais, cet été dans, le journal The Observer que l'AI Act, à cet endroit, fait la distinction entre l'identification des expressions des émotions, ce qui serait apparemment autorisé, et la déduction de l'état émotionnel d'un individu à partir de celle-ci, et ça le serait pas. Donc, par exemple, ce que disait, le chercheur qui est interviewé, c'est que en vertu de cette loi, écrite de cette manière, eh ben, un responsable de centre d'appel qui utiliserait une IA émotionnelle pour, la reconnaissance, pour la surveillance quoi, il pourrait sans doute sanctionner un employé si l'IA disait qu'il avait un ton de voix grincheux. Mais pas que lui était grincheux, mais que son ton de voix était grincheux. Donc ça, si c'est vraiment le cas, c'est problématique. Après, il y a une deuxième faille qui est celle que, l'interdiction de l'utilisation de la reconnaissance des émotions, elle a clairement été retirée dans le cadre des frontières, de la surveillance de frontières. Et l'autre point sensible, c'est que ce système-là, ces IA, elles restent quand même légales. Elles sont classifiées comme étant au risque, mais elles restent que légales. Donc ça n'empêche pas, par principe, de faire la collecte des émotions dans un cadre marchand, de faire la collecte des émotions des consommateurs pour, influencer leurs décisions d'achat. Ça, c'est pas partie, du cadre, réglementaire. Et moi, je trouve qu'à cet égard, il y a quand même une lacune, donc le cadre juridique, il peine quand même à suivre, les avancées, qui lient IA et neurosciences affectives. On doit pouvoir assurer une intégrité cognitive et émotionnelle face à des technologies qui sont clairement, capables d'influencer, nos états mentaux. Et je trouve que le travail de l'UNESCO, il y a tout un travail de l'UNESCO autour de la neuroéthique qui questionne le droit à la protection de notre cerveau contre toutes les exploitations invasives, que ce soit donc la neuromodulation, mais aussi ce qu'ils appellent la manipulation cognitive par les IA. Ça, c'est vraiment un travail dont on pourrait, s'inspirer. Pouvoir, mettre en avant, la nécessité d'avoir des neurodroits, en fait, des droits de protection réelle, en fait, de notre système, cognitif et affectif. Mais ce qui est clair, c'est que, pour, se prémunir de tout ça, j'aime pas trop parler comme ça, mais l'idéal, ce serait quand même d'adopter, une méthodologie d'éthique by design. C'est vraiment placer la réflexion éthique dès le début de la conception, dès le début de l'ingénierie, et contrairement à ce qu'on dit, ça n'empêche pas de créer, en fait, ça n'empêche pas de d'innover, s'il faut utiliser ce terme, mais ça permet de se poser les bonnes questions sur le produit qu'on veut mettre à disposition de notre société. C'est un exercice, par exemple, que je fais avec les étudiants, de l'ESSEC, qui doivent développer une innovation à la fin de leur semestre. Mais moi, ce que je fais, c'est que je viens les sensibiliser à des questions éthiques, comme celles dont je parlais tout à l'heure, et je leur demande: «Ben, tiens, à la lumière de ces questionnements éthiques, est-ce que vous regardez différemment l'innovation technologique que vous aviez conçue en début de semestre? Est-ce que vous choisissez de la modifier? Quels aspects vous choisissez de modifier ou pas?» Je leur dis pas qu'il faut pas qu'ils sortent tel ou tel projet,
mais on essaie de réfléchir aux transformations qui pourraient être faites sur leur idée initiale. Donc clairement, ça n'empêche pas l'innovation, mais ça permet de la penser, en fait. Tu en as parlé rapidement, tout à l'heure, tu parlais de monétisation, et il y a un livre de Shoshana Zuboff en 2018 là, qui avait fait un petit peu de bruit sur le capitalisme de surveillance, où elle parlait de la transformation notamment du business model de Google, qui avait découvert le surplus comportemental qui permettait de beaucoup mieux comprendre le comportement des individus, de le monétiser, de vendre de la publicité beaucoup plus ciblée. Si on essaie de transposer un peu ce modèle sur la partie expérience émotionnelle, ça pourrait être quoi les conséquences économiques ou les risques pour les libertés individuelles si les entreprises technologiques comme Google, mais toutes les autres, justement développaient massivement cette capacité à la fois à comprendre nos vécus, nos émotions et le pendant de ça, à les modifier ou à agir dessus grâce à des technologies. C'est déjà un peu le cas. On parlait de la captologie où on comprend comment capter l'attention. C'est juste que là, c'est peut-être aller un cran plus loin sur développer ces mêmes outils, mais sur la partie émotionnelle. Tu disais, grâce à la voix, des IA peuvent comprendre des choses sur toi. Et donc voilà, comment toi tu vois ça et est-ce qu'on va vers une monétisation de l'expérience émotionnelle en fait? Oui, en fait, il y a quand même une utilisation, qui est faite des travaux des neurosciences, notamment autour donc tous ces travaux de lecture des émotions à partir d'indices qui sont les expressions faciales ou les expressions vocales qui clairement, par les neuroscientifiques même, hein, notamment par, une personnalité vraiment éminente des neurosciences affectives qui est Lisa Feldman-Barrett, qui est une des pionnières des neurosciences constructivistes, qui va juger, ces utilisations en fait, de captation, reconnaissance émotionnelle comme étant de la pseudoscience. Parce qu'il faut quand même avoir en tête que ce sont des données et des résultats qui sont faits, sur un corpus d'individus qui est énorme. Et en fait, à partir de, cet énorme corpus d'individus, on va extraire statistiquement des tendances, des moyennes. Mais ces moyennes-là qu'on met en évidence, elles s'appliquent pas de manière, très précise à chaque personne dans son comportement en tant que sujet. C'est vraiment une illusion de penser qu'on peut réellement et précisément extraire, avec des machines en tout cas, les émotions et déduire les émotions des individus. Donc ça, c'est vraiment une première chose, hein, pour, peut-être, casser, ce mythe-là. Ensuite, effectivement, c'est un marché. C'est l'IA et la détection émotionnelle, c'est un marché. Je lisais, dans un article de Kate, Crawford de 2021 qui s'appelle «Time to Regulate AI that Interprets Human Emotion», que, selon elle, la croissance de ce marché, elle est telle que, les premières estimations prévoyaient que l'industrie de la reconnaissance des émotions, qui est une industrie, hein, qui est pas fondée scientifiquement, hein, et ben, elle pèsera plus de 37 milliards de dollars en, 2026. Donc nous, comme je disais, en tout cas dans le cadre du travail au moins, il semblerait qu'on soit préservé, mais dans d'autres cadres, on peut très, très bien imaginer cette marchandisation des émotions. De toute façon, c'est déjà le cas. C'est déjà le cas à plusieurs niveaux. Dans le fait de demander une certaine, attitude émotionnelle aux employés. Donc, on appelle ça, le travail émotionnel. Il y a cette, super, chercheuse qui s'appelle, Harley Hochschild qui travaille un peu à la suite de Goffman sur cette idée du fait que, au cours des dernières décennies, dans le cadre de cette économie capitaliste, eh bien, où prédominent des emplois de service, eh bien, on a un travail émotionnel qui est plébiscité, orienté vers des fins marchandes, dans les entreprises. Elle a écrit un super livre qui s'appelle «Le prix de nos sentiments», il me semble, et elle va illustrer son propos par l'exemple d'une compagnie aérienne qui demande spécifiquement à ses employés de sourire comme si elles étaient réellement heureuses. Donc là, on s'imagine bien l'usage qui peut être fait donc des IA génératives dans ces cas-là, hein, qui peuvent transformer les émotions parce qu'on sait qu'il y a ce travail
à l'endroit des émotions qu'on affiche, il est associé à des difficultés. Donc chez les employés, qu'avait interviewé Hochschild, elle témoignait, du fait qu'elles étaient parfois incapables de se libérer d'un sourire artificiel après en rentrant chez elles. Donc sachant qu'en fait, on vient toujours nous présenter le progrès technique comme une avancée, comme des innovations qui sont censées améliorer notre quotidien, on peut très bien imaginer qu'on présente des filtres, de voix ou des filtres, qui permettent d'arborer un sourire artificiel et qui donc viendraient aider les employés qui n'auraient plus besoin de feindre ce sourire, la machine le fera à leur place. Ou on peut imaginer dans l'autre sens, hein, celui dont tu parlais, eh bien, qu'on nous vende du bien-être, une meilleure gestion de nos émotions personnelles et c'est ce qu'on fait déjà avec plein de programmes, hein, qui sont, des programmes, de neurotechnologie ou de méditation pour augmenter, nos performances. Mais on peut imaginer qu'avec des IA qui nous permettent d'être beaucoup plus précises dans la soi-disant détection des émotions, eh ben, on pourrait y aller sans se poser trop de questions et dans la continuité un peu de cette, société du profilage, on peut imaginer des IA émotionnelles qui vont nous proposer du contenu adapté à notre état affectif du moment. On a déjà beaucoup de propositions pour des playlists, mais là, on peut imaginer une playlist pour nous remonter le moral si, notre ordinateur détecte qu'on est triste ou une playlist de bruit blanc si, on est en train de travailler ou, pourquoi pas des écouteurs qui passent en mode anti-agression extérieure, si on a indiqué à notre, appli, santé qu'on se sent un petit peu, vulnérable en ce moment. Donc avec toutes ces IA qui se disent détecter nos émotions, plus les IA qui créent ce profilage et qui vont donc orienter nos comportements d'utilisation et d'achat, on a vraiment un super paquet du gouvernement de soi, par les sociétés, marchandes, quoi. C'est pas de la science-fiction, je trouve. J'ai toujours en fait, on se dit toujours que ça paraît de la science-fiction, mais le profilage algorithmique, il a clairement ouvert la voie à tous ces usages-là, hein. On arrive à la fin de notre échange. J'avais une question un peu plus, voilà, prospective. Dans tes recherches, tu suggères qu'on est un petit peu à l'aube d'une transformation, très importante de nos modes d'interaction, notre façon d'interagir. Si tu devais te projeter dans, je sais pas, 15-20 ans et imaginer un petit peu la société dans laquelle on est et surtout les interactions, qu'on pourrait avoir, comment tu verrais les choses? Quels sont les changements les plus importants que toi t'imagines dans la façon de communiquer, d'interagir et ou de gérer nos émotions? Bah, alors, je sais pas si, je peux enfin, en tout cas, je peux répondre en faisant des prédictions, certaines ou si ça peut, se produire, dans 20 ans. Mais je me suis quand même, exercée, à ça, dans mon travail, en fait, à travers le cadre dont je parlais, tout à l'heure, le cadre de l'inférence, prédictive bayésienne. J'essaie de voir à quel niveau parce que l'inférence prédictive bayésienne, ça se fonde sur une équation mathématique, l'équation de Bayes, qui explique en quoi, par exemple, nos déductions de nos émotions, elles sont construites par nos expériences et j'essaie de voir dans quelle mesure ces IA génératifs, ces filtres, pouvaient agir sur cette équation et donc sur les modèles qu'on utilise pour nos interactions sociales au quotidien. J'ai écrit un article là-dessus, mais bon, c'est un peu un article, bon, c'est un article en anglais, hein, peut-être un peu fastidieux, mais on peut déjà faire des prévisions, des hypothèses sur notre seuil de tolérabilité de certaines émotions qui pourraient bouger, en fait. Le fait qu'on accepte, certaines réactions émotionnelles, comme, le fou rire, bah, ça tient au fait qu'on considère, en fait, que, ces réactions émotionnelles, elles sont difficilement contrôlables. Mais dans un monde où on peut contrôler l'expression de nos émotions, est-ce que ça va pas faire bouger, en fait, notre tolérance à l'égard de ce type-là d'émotions? Et ça, c'est pas complètement, ça sort pas de nulle part. Alors moi, ça, je l'ai un peu enfin voilà, je déduis à partir de ce modèle théorique-là des neurosciences, mais en fait, dans l'histoire des sensibilités, on a déjà vu, l'apparition ou la disparition de certaines émotions liées à, soit des techniques ou des changements dans la société.
Donc c'est pas quelque chose, qui serait complètement nouveau ou, encore une fois, qui relèverait de la fiction. On pense aussi donc il y a plusieurs chercheurs qui mettent en avant un risque qui est celui de l'homogénéisation de nos expressions émotionnelles. En fait, on sait que, les technologies, elles ont un effet sur la société. Ça a un nom, ça s'appelle, les soft impacts, des technologies. Et en fait, ce qui est mis en avant par certains chercheurs, c'est qu'avec les IA génératives, qui génèrent donc, si on prend l'exemple du sourire, si je veux mettre un faux sourire sur mon visage, on peut se poser la question du type de sourire qui va être généré par, cette IA. Et comme on sait que la plupart des IA sont entraînées sur du matériel qui nous vient, notamment, des États-Unis, il y a beaucoup de chercheurs qui craignent une homogénéisation de notre culture émotionnelle qui irait dans le sens, en fait, d'une esthétique et d'une culture dominante qui est celle nord-américaine. Et ça, c'est d'autant plus un risque qui est d'autant plus présent qu'on sait qu'il y a ce projet Stargate qui a été annoncé, dans lequel OpenAI qui insiste, beaucoup sur, l'émotionnalité de ses voix est, impliqué, mais pas que. Tout à l'heure, je vous parlais, de SoftBank, le japonais, qui avait annoncé, cette technologie qui permettait de gommer, la colère dans la voix des utilisateurs. Et ben, c'est un des actionnaires majeurs du projet Stargate. Même si c'est un japonais, c'est quand même un des actionnaires majeurs. Donc il y a ce risque-là, d'un lissage en fait, de notre culture, émotionnelle. Mais ça c'est le côté un peu des risques, mais j'aime bien aussi penser, dans les futurs possibles, de considérer l'idée que, ben, ces technologies-là, ces IA génératives, elles soient pas forcément ou uniquement, des outils au service du conformisme et de l'appauvrissement, en fait. Il y a rien qui lie, de manière inexorable, hein, ces pratiques à une forme de conformisme ou une forme d'aliénation, hein. Ça peut être aussi un moyen d'expansion du domaine des possibles, de découverte de soi. Ça, c'est vraiment un sujet qui me tient à cœur, que j'essaie de développer. Et à cet égard-là, en fait, d'expansion de soi, il y a les pratiques artistiques qui sont un terrain privilégié un peu de reconfiguration des modèles existants. On a quand même beaucoup d'artistes numériques. Souvent, je cite, Inès Alpha parce qu'elle est française et qu'elle est assez connue, qui vont créer, ben, des filtres qui sont des filtres qu'on peut qualifier de cyberféministes parce qu'ils vont, contrairement aux filtres de beauté, ils vont contribuer à redéfinir une identité féminine. Et elle a une démarche que j'aime beaucoup, que moi je qualifie de zoopoétique parce qu'elle s'inspire, en fait, de l'univers, subaquatique. Et donc il y a la possibilité, d'un dépassement peut-être, dans nos interactions futures, des frontières entre le réel, l'imaginaire, et aussi, entre les espèces. C'est une assez belle idée en fait d'utiliser ces technologies-là pour aller chercher de l'altérité, des formes nouvelles. Donc, on a déjà vu, hein, que le numérique pouvait être, un espace d'invention de choses inédites. Si on pense, par exemple, encore une fois aux expressions émotionnelles, ben, c'est quand même un espace dans lequel on a vu, émerger, des émojis qui sont une expression, complètement nouvelle en fait, de nos émotions. Donc on peut, je pense, essayer de convoquer l'imagination pour ne pas être dans une attitude seulement de reproduction de ce qui existe déjà. Merci beaucoup, Nadia, d'avoir répondu à mes questions. J'espère à bientôt. Merci à toi. L'épisode est maintenant terminé. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à le partager autour de vous et à vous abonner au podcast pour écouter les prochains épisodes. À bientôt.